au rythme du Haut-Jura. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de notre série sur la forêt. Objectif, découvrir les forêts du parc naturel régional du Haut-Jura, sous le spectre de leur biodiversité, de la sylviculture mais aussi du changement climatique. Au fil de 7 épisodes, des experts nous partageront leur savoir. Sur le terrain ou pas, en 3 minutes ou en 30 minutes, les forêts du Haut-Jura se dévoileront peu à peu à vous. Allez, c'est parti pour poser les bases et le cadre dans l'épisode Plus que des arbres. On aime s'y promener, s'y détendre, y faire du sport, y observer la nature. Elle nous chauffe et nous abrite grâce à son précieux bois. C'est la forêt. Cette immense étendue boisée représente 38% de la surface de notre pays. Le Haut-Jura n'est pas en reste, avec environ 115 000 hectares boisés sur le parc naturel régional. Vous vous rendez compte ? C'est plus de 158 000 terrains de foot en forêt. Dans ce podcast, on va parler d'arbres, bien sûr, mais pas que. Car derrière l'arbre se cache la forêt. Un milieu complexe, à la fois naturel et marqué par l'empreinte de l'homme. Pour mieux comprendre ces notions, on va aller dans la forêt du Massacre, à la rencontre d'Axel Péric, chargé de mission forêt et grand tétras au parc naturel régional du Haut-Jura. Axel nous partagera sa définition de la forêt, puis s'attardera sur des spécificités des forêts du Haut-Jura, ainsi que leurs usages et fonctionnalités pour l'homme, mais aussi pour la biodiversité. Partons de ce pas en forêt. Alors c'est le petit matin et il est 9h, il y a de la brume et on est dans une forêt emblématique du Haut-Jura, la forêt du Massacre. On est à peu près à 1300 mètres d'altitude, à l'entrée d'une parcelle forestière, et donc on va retrouver Axel. Bonjour Axel. Salut Sophie. On te retrouve par un temps un peu froid et humide, les bottes sont de rigueur. Alors Axel, dans l'imaginaire collectif, une forêt, c'est une grande étendue couverte d'arbres. À tort, à raison, comment tu définis toi une forêt en général ? C'est vrai que la définition d'une forêt, elle n'est pas toujours évidente, ou en tout cas en fonction du point de vue au niveau duquel on se place, on peut avoir différentes définitions. On a des définitions qui sont plutôt liées à des caractéristiques physiques, c'est-à-dire à la superficie, à l'étendue, au couvert forestier. Et puis on voit que ces définitions-là, pour moi en tout cas, elles sont pas assez représentatives de l'écosystème forestier et de toute la partie vivante qu'on va avoir dans l'écosystème. Et on a d'autres personnes ou d'autres approches de cette forêt qui proposent des définitions qui prennent justement plus en compte le vivant, les interactions, l'aspect écosystème. Et aujourd'hui, c'est vraiment important de mettre ces choses-là en avant parce que la forêt, ça se résume pas à des arbres et puis à des personnes qui vont couper du bois, mais c'est quand même des écosystèmes qui sont beaucoup plus complexes que ça. Et on a notamment certains philosophes qui proposent des définitions ou qui comparent la forêt. Il y a une comparaison que je trouve intéressante qui est d'un philosophe norvégien qui compare la forêt à une partition de musique, ou en tout cas les interactions qu'on peut avoir dans les milieux à une partition de musique, et notamment avec toutes les différentes parties qu'on peut avoir dans une partition et tous les éléments qu'on va retrouver dans une forêt pour représenter cette complexité. D'accord, donc dans cette définition, en fait, un arbre, un oiseau, l'homme, c'est une note de musique dans cette partition. Ouais, c'est un peu la comparaison qu'il fait, c'est que chaque élément est vraiment partie prenante d'un tout. En fait, quand il fait cette comparaison, elle n'est pas directement liée à la forêt, mais plutôt aux interactions et au milieu vivant. Et c'est notamment toute la complexité qu'on va avoir, et puis aussi une question un peu d'équilibre et d'harmonie. On sait que dans la musique, c'est ce qu'on va rechercher, alors pas toujours, mais souvent on recherche cet équilibre entre les différentes, je suis pas musicien, mais entre les différentes notes et ces éléments-là. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans un écosystème forestier qui vit et qui se développe, c'est qu'il est en équilibre ou des fois en déséquilibre, mais qui en tout cas il garde cette harmonie et que tous les éléments sont reliés entre eux et sont dépendants les uns des autres en fait. J'ai cru lire que la forêt représente à peu près 70% de la surface du parc naturel régional du Haut-Jura, donc on peut supposer qu'elle est importante pour ce territoire, mais en quoi elle est si spéciale cette forêt par rapport à d'autres potentiellement en France? Il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai que sur le Haut-Jura et sur le parc, on a une superficie de la forêt qui couvre une part importante du territoire. Alors dans les spécificités qu'on va avoir, on les a sous les yeux là. On est dans une parcelle qui illustre bien ces spécificités, ces particularités. Donc on est dans une forêt qui
qui est à grande tendance, à grande majorité résineuse, avec deux essences principales. L'épicéa en grande majorité, à peu près 33% du peuplement et du peuplement forestier sont constitués d'épicéa. L'épicéa, c'est une essence qui est présente naturellement, qui a été favorisée dans la gestion par l'homme, qu'on a vraiment encouragé dans la sylviculture parce que c'est une essence et un bois qui est intéressant dans sa valorisation. Et puis c'est une essence qui est bien adaptée aux conditions en altitude, qui est adaptée aussi aux conditions au niveau du sol qu'on va avoir, qui sont particulières. Donc voilà, l'épicéa est un peu l'essence majeure des forêts du Haut-Jura. Et puis on a deux autres essences qui sont un peu moins importantes, mais qui représentent aussi une grande partie des peuplements. Donc on a, pour le résineux, on a aussi le sapin pectiné, qui est lui présent ici un peu moins, parce qu'on est plutôt sur une pessière d'altitude, donc sur une forêt composée majoritairement d'épicéa plutôt que sur un mélange réellement. Donc la pessière, ça désigne une forêt de résineux ou forêt plutôt d'épicéa? Une forêt d'épicéa, au même titre qu'on va appeler une forêt de chêne une chênée, ou une forêt majoritairement composée de sapin, une sapinière. Et ben la pessière, c'est la forêt qui est composée majoritairement d'épicéa. Et donc on parlait un peu de sapin, on a un peu de sapin pectiné autour de nous. Alors peut-être on peut s'attarder rapidement sur ces deux essences parce qu'on les retrouve souvent en mélange, et des fois c'est intéressant d'avoir quelques critères pour les différencier. Oui, parce que là, à regarder comme ça, on voit communément appeler des sapins, mais du coup c'est deux essences différentes. C'est ça, et ça peut être intéressant. Alors c'est pas déterminant, mais ça peut être intéressant de faire la différence. Ça peut nous donner des indices par rapport au choix de gestion ou aux conditions qu'on va avoir sur la parcelle. Voilà. Alors là, par exemple, à côté de moi, qui est un résineux, je suis en train de regarder les aiguilles. Ouais. Donc... Alors ça, ce que tu regardes, c'est un épicéa. Alors il y a vraiment plusieurs critères pour différencier ces deux essences. On peut avoir déjà, souvent, ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence quand on regarde de loin, avec le port de l'arbre, c'est-à-dire on peut le considérer on pourrait le comparer à la forme de l'arbre. Donc avec le sapin, lui, qui a un port qui est beaucoup plus étagé, des branches qui sont beaucoup plus étagées, beaucoup plus droites, qui sont assez horizontales. Et à l'inverse, l'épicéa, lui, qui a plutôt un port avec des branches emballées, qui retombent un petit peu. Ça c'est déjà des critères qui sont assez intéressants. Oui, typiquement ce qu'on voit devant nous là. Ouais, c'est ça, on les voit, on a les deux arbres côte à côte assez loin et on peut faire la différence vraiment au niveau du port. On a aussi l'écorce qui est un bon critère. Alors si on prend des arbres plutôt âgés, c'est souvent plus simple si on s'approche un petit peu. Donc l'épicéa, lui, il a une écorce qui est plutôt brune, assez crevassée, et à l'inverse le sapin, lui, va avoir une écorce qui est plutôt blanche argentée. Ça fait notamment référence à son nom latin, le sapin pectiné, qui est Abies alba, et alba qui est blanc en latin. Donc on a ces différences là au niveau de l'écorce. Et puis après on a des différences au niveau des aiguilles, on en parlait tout à l'heure. Donc on a des aiguilles sur l'épicéa qui sont un peu plus rigide et un peu plus piquante, on va dire, même si c'est pas réellement très très piquant. Et puis sur le sapin, on va avoir des aiguilles qui sont un peu plus rondes. Et puis on a une disposition particulière au niveau des aiguilles. L'épicéa, il va avoir des aiguilles qui sont disposées de manière plus tout autour, en tout cas, du rameau, à l'inverse du sapin, qui lui va avoir des aiguilles qui sont plutôt sur un plan unique et plutôt au-dessus du rameau. Oui, donc tu parlais d'une essence qui se développait par rapport au sol caractéristique du Haut-Jura. Donc ici, on a quel type de sol majoritairement? Tu parlais aussi de la météo. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est les deux grosses variables qui influent sur la présence des végétaux, et là, dans notre cas, des arbres. Donc on va avoir tout ce qui est en rapport avec le climat, sur la présence de ces essences. Alors le climat qui est souvent lié à l'exposition. Là on est en montagne, donc on a des versants qui peuvent être marqués dans l'exposition par rapport aux différents points cardinaux. On a aussi l'altitude qui varie, qui fait varier de manière importante les conditions climatiques qu'on a sur la parcelle. Et puis on a un sol particulier dans le Jura, qui est ce sol calcaire, qui est un sol qui est assez compliqué pour les arbres parce qu'il ne retient pas l'eau, un sol très très filtrant, et donc on a une réserve en eau dans les sols qui est assez faible. Donc ça, c'est
plutôt important par rapport aux conditions notamment de sécheresse. Et puis on a en fait une difficulté à accéder à l'eau pour les arbres, et c'est notamment pour ça que l'épicéa est plutôt aussi intéressant sur le Haut-Jura, parce qu'on a cet enracinement qui est traçant en fait, plutôt à la surface, et il va avoir plus de facilité à l'inverse d'autres essences à rester avec des racines plutôt en surface et pas avoir besoin de descendre dans le sol et se heurter notamment au calcaire très rapidement, quoi. Tu nous as dit aussi qu'il y avait des feuillus, donc des arbres qui perdaient leurs feuilles. Donc quel type de feuillus on va retrouver ? Alors il y a une essence principale de feuillus qu'on a sur le Haut-Jura, c'est le hêtre commun. On en a un peu autour de nous. Alors le hêtre sur le Haut-Jura, on va l'avoir soit souvent et majoritairement en mélange avec le sapin et l'épicéa. C'est par rapport au terme qu'on peut utiliser en gestion forestière, c'est souvent une essence qu'on considère d'accompagnement. Alors c'est des dispositions qui sont en train d'évoluer au niveau de l'attente qu'on a par rapport au hêtre et à sa sylviculture, mais c'est plutôt une essence d'accompagnement, donc c'est pas une essence prioritaire dans la gestion. Et puis après on va avoir des hêtraies purs, donc tout à l'heure on parlait de la Pessire qui est la forêt d'épicéa, les hêtraies c'est les forêts de hêtres, et qui sont plutôt dans des conditions assez particulières. Si on descend un peu en altitude, là on est sur le haut du parc entre guillemets, si on descend un petit peu dans les vallées de la Bienne notamment, on a des hêtraies qui recouvrent ce qu'on va appeler des forêts de pente, et donc on a des hêtraies donc majoritaires au niveau on a une présence de hêtres majoritaire, et c'est des forêts qui sont assez différentes de ce qu'on a là sous les yeux. Ouais. Oui, donc en fait on a parlé de la forêt, mais c'est plutôt les forêts du parc naturel régional du Haut-Jura. C'est ça, en fonction des conditions, on change directement de faciès forestier, de peuplement qu'on a sous les yeux. Alors il y a l'homme qui joue beaucoup sur quelle forêt on a sous les yeux, parce que la gestion elle est importante et elle modifie la dynamique naturelle, mais ouais, c'est très variable. C'est très agréable de se promener dans cette forêt ce matin. C'est une forêt qui semble très naturelle, on va dire. Ça fait pas une plantation et plutôt sauvage, mais est-ce que l'homme il a un impact sur elle ? Il va avoir une gestion ou la production de bois ? Ouais. Donc on est dans une forêt qui est gérée. Donc on peut souvent, en tout cas, on peut faire deux distinguos dans la forêt française. On a des forêts qui sont privées, donc qui appartiennent à des propriétaires privés, à des particuliers, ou par exemple à des entreprises. Et on a des forêts qui sont plutôt publiques et qui appartiennent soit aux communes. Alors c'est la majorité des forêts ici dans le Haut-Jura sont plutôt des forêts communales. On a aussi des forêts domaniales qui appartiennent directement à l'État. Et en fonction du statut foncier de ces forêts, on a une gestion qui va être appliquée dessus, pas par les mêmes personnes. En forêt publique, on a plutôt un seul gestionnaire en France, qui est l'Office national des forêts, qui gère toutes les forêts publiques, grande majorité des forêts publiques en France. Et puis on a en forêt privée différents gestionnaires qui vont intervenir. On peut avoir des gestionnaires privés, des experts forestiers, des propriétaires qui gèrent eux-mêmes leurs forêts. Et donc ce qu'on a sous les yeux et ce qu'on a majoritairement dans le Haut-Jura, on a parlé de 70% de forêt avec une culture forestière importante. On a une forêt qui est gérée de manière importante, c'est-à-dire qu'on a assez peu de parcelles qui sont non gérées, ou en tout cas avec un regard particulier de la part du propriétaire. Et donc du coup là, ce qu'on a sous les yeux, c'est une forêt qui est gérée. On a l'homme qui est présent dans cette forêt et qui va sélectionner les arbres à abattre, les arbres à garder, quels sont les objectifs de la parcelle. Et ça, c'est souvent quelque chose que peut-être on oublie, mais en tout cas toutes les forêts appartiennent à quelqu'un et elles sont majoritairement gérées, quoi. Et qu'est-ce qui fait la spécificité de cette gestion ? Parce que je suppose que dans d'autres régions de France, les forêts sont aussi gérées. Quelle est la spécificité pour le Haut-Jura ? Oui, c'est vrai qu'ici, là sur le haut et puis sur cette parcelle, on a une gestion particulière qui est appliquée. Alors si on va au maximum de cette gestion, on appelle ça de la futaie jardinée, qui est assez réputée ici dans le Haut-Jura. Alors sans rentrer dans tous les détails, mais qu'est-ce que la futaie jardinée, voire qu'est-ce que la futaie irrégulière, qu'on peut, si on simplifie un peu la futaie jardinée, on peut parler de futaie irrégulière. C'est une gestion où on retrouve dans le peuplement forestier des arbres, là, ceux qu'on a sous les yeux, de tout âge, de tout diamètre et de toute taille. En fait, on retrouve à un moment donné dans le peuplement cette diversité en termes de strates, donc en termes d'étages, de manière horizontale, mais aussi de manière entre guillemets verticale. Ici, là où on voit que
voilà, il y a un petit peu de fougères, un petit peu d'herbe au niveau de nos pieds, des mousses, des arbustes après. Et puis après, on passe sur les arbres, qui d'ailleurs, comme tu l'as dit, ont différents niveaux. On peut avoir des très grands épicéas au-dessus de nous, des hêtres peut-être un petit peu plus bas. Donc on voit effectivement plein de niveaux différents. C'est une forêt qui est peut-être, pour imager, qui est plus claire, qui est plus où il y a beaucoup plus de lumière qui va arriver au sol. Et en fait, c'est vraiment les forestiers, alors, ils font de la gestion au niveau des arbres, mais un forestier, son outil principal, c'est la lumière en fait, par rapport à la régénération, par rapport à la croissance des arbres. Et en fait, on pourrait, si on schématise un petit peu, on pourrait dire qu'un forestier, il gère plus la lumière que ce qui va gérer les arbres en fait. Et en fait, c'est ce qu'on voit un peu, c'est l'exercice qui est compliqué, hein. C'est un exercice qui est très compliqué, la gestion en futée irrégulière et puis jardiner. Si on tend vers ce mode de gestion, c'est que voilà, on a une diversité qui est assez importante dans le peuplement. On a sous les yeux par exemple une petite trouée forestière, une clairière, donc on a un endroit où on n'a pas d'arbre qui est présent, qui est assez, où on voit les rayons de soleil là qui commencent à pointer. Et puis si on tourne un peu le regard, on va avoir des zones de la parcelle qui sont beaucoup plus denses, parce qu'elles vont soit on a un arbre de grande taille qui est présent, soit on a ce qu'on appelle un cône de régénération, donc c'est-à-dire un endroit où on va avoir beaucoup de régénération forestière. Et donc dans la futée irrégulière, un élément qui est important, c'est qu'on est en régénération naturelle, c'est-à-dire que le peuplement, la forêt, elle se régénère tout seul. L'homme, dans la gestion, il ne va pas intervenir pour planter des arbres. Et souvent, on peut faire cette différence entre futée irrégulière et futée régulière, si ça peut aider pour imager les choses. Une futée régulière, c'est une forêt où dans le peuplement, on va retrouver des arbres de taille similaire, souvent de diamètre et d'âge similaire. Alors si on remonte un peu en arrière, la futée jardinée, ou en tout cas ce mode de gestion qui s'applique plutôt bien, qui s'applique plutôt bien au Jura, et notamment à la recherche de la qualité des bois. C'est plutôt ce qu'on recherche dans la gestion des forêts du Haut-Jura, de la qualité plutôt que de la quantité. Et cette gestion irrégulière, elle s'applique bien à ça. Donc la qualité des bois, quelle va être l'utilisation de ces bois, parce que c'est important, la ressource en bois qui est une ressource renouvelable. C'est ça, ouais. C'est aussi pour ça qu'on a autant d'usages en forêt et autant d'attentes sur la forêt. C'est que la ressource bois, c'est une ressource qui est super importante. Du coup, sur la valorisation de ces deux essences, on a plusieurs possibilités. On va rechercher donc la qualité du bois sur l'épicéa et sur le sapin pour travailler sur les charpentes de maison, sur la construction, sur le bois qu'on va utiliser en extérieur, au niveau des façades par exemple. On a des savoir-faire qui sont particuliers, l'utilisation du tavaillon notamment, qu'on peut... Donc le tavaillon, c'est les petites plaquettes de bois qui sont sur les façades des maisons traditionnelles pour protéger des intempéries. Ouais, c'est bien ça. C'est ça, c'est l'utilisation qu'on fait. On peut comparer ça un peu à pour imager peut-être des écailles de poissons sur une des façades de la maison, avec des petits morceaux d'épicéa qui sont rangés les uns à côté des autres et les uns sur les autres, et c'est effectivement pour protéger les maisons. On a un lien qui est important entre le bois et puis la culture, enfin en tout cas la production de fromage sur le Haut-Jura, parce que beaucoup d'utilisation et beaucoup de valorisation des bois va être utilisé dans notamment deux AOP principales deux des AOP qu'on a sur le territoire du parc, avec le Comté et puis notamment le Mont d'Or, où on sait que les boîtes de Mont d'Or sont faites en épicéa, avec cette technique particulière du sanglier qui va venir prélever la sangle. Alors le sanglier, c'est pas l'animal, hein, c'est le métier des personnes qui vont venir prélever les sangles de bois qui entourent le Mont d'Or. Pour les gens qui connaissent le fromage Mont d'Or, on a cette sangle autour des bois et qui est issue de l'épicéa. Et puis on a aussi des attentes dans le cahier des charges au niveau du comté sur le fait de faire affiner les meules de comté sur des planches... et le bleu aussi, on me dit... sur des planches d'épicéa, et c'est aussi valable pour le Bleu Jex notamment. Donc on a ce lien qui est important, et c'est notamment les forestiers sont intéressés par cette valorisation, parce que c'est des valorisations qui en termes économiques sont importantes pour le bois. Donc ça, c'est au niveau du résineux. Si on s'arrête un peu sur le hêtre, sur le feuillu, aujourd'hui le hêtre il est majoritairement valorisé en bois énergie, c'est-à-dire qu'on va utiliser pour le brûler, pour produire de l'énergie. C'est aussi ce qui peut expliquer qu'on a une valorisation, ou en tout cas une
une gestion qui est un peu moins dirigée vers cette essence dans les peuplements, parce que cette valorisation-là, elle est un peu moins, en termes économiques, elle est un peu moins, c'est pas rentable, mais elle a un peu moins de valeur. Donc cette forêt, elle est gérée par l'homme, donc l'homme a une place importante, mais je suppose, on a parlé des espèces végétales, mais je suppose qu'elle est habitée aussi. Quel type d'espèces animales on peut trouver dans cette forêt ? Ouais, bien sûr, on a parlé surtout des arbres, mais on a aussi beaucoup d'espèces faunistiques, de la faune, des animaux, si on peut dire ça. Du coup, sur cette parcelle-là, on va retrouver on va dire le cortège assez typique des espèces des forêts d'altitude du Haut-Jura. Alors on dit forêt d'altitude pour le Haut-Jura, hein, on est entre guillemets qu'à 1300 mètres, mais pour le Haut-Jura c'est quasiment nos altitudes les plus élevées. On monte jusqu'à 1700, mais après on passe sur des habitats qui sont un peu différents. Donc on va retrouver le cortège forestier typique avec bien évidemment le lynx boréal qui est présent ici dans cette forêt. On va retrouver le grand tétras, la gélinote des bois, les petites chouettes de montagne, chouettes de Tegmalm, chevêchettes d'Europe. On pourrait retrouver aussi le pic tridactyle, qui est cette espèce particulière. Le pic tridactyle, à quoi il ressemble ? Alors c'est un petit pic, alors tridactyle parce qu'il n'a que 3 doigts, enfin en tout cas au niveau de ses pattes. Si on l'oppose à d'autres, si on le compare à d'autres espèces de pics qu'on a présentes ici, notamment comme le pic noir où lui il en a 4. Donc c'est une espèce qui est beaucoup plus petite et qui a une marque, quelques plumes jaunes au sommet du crâne, et donc on reconnaît assez bien et qui est particulière au niveau des forêts du Haut-Jura. On est sur sa limite ouest de répartition en Europe, quasiment sur sa limite ouest. Et donc on a quelques individus qui sont présents ici et qui sont notamment présents parce qu'on a du scolite, et cet insecte qui représente la majorité de sa ressource alimentaire. Tu as beaucoup parlé d'oiseaux là, donc on a parlé des pics, des chouettes, on en a entendu là quelques-uns en arrivant, alors là on parle donc on en entend moins. Quel oiseau on a pu entendre par exemple tout à l'heure en arrivant ? Alors en arrivant sur la parcelle, on a entendu du pic noir. Alors faut savoir que à la période où on enregistre, c'est pas les périodes les plus communicatives en termes de chants d'oiseaux, parce que voilà, ils ont fini la période de reproduction, les jeunes se sont envolés, donc là c'est plutôt la période assez calme où ils reprennent des forces. Mais on a entendu le pic noir tout à l'heure, alors qui est une espèce forestière. On a entendu les becs croisés des sapins qui sont passés au-dessus de nous là, qui sont un peu des funambules là, qui montent tout en haut des sapins, qui sont capables de se retourner pour aller chercher les graines dans les cônes de sapins et ou d'épicéas, mais surtout de sapins. Alors on les entend souvent en vol par groupe, et puis bon, ça va être une imitation qui va être assez désastreuse, mais c'est plutôt à plip 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 plip. On les entend là, ils passent au-dessus de nous. Donc voilà, ils sont assez colorés, c'est des oiseaux qui sont colorés. Les mâles sont rouges, assez vifs, et puis les femelles et les jeunes sont plutôt jaunes. Donc c'est des oiseaux qu'on reconnaît bien. On peut voir dans ces forêts pas mal d'espèces et aussi des espèces protégées. Tu as parlé du lynx, du grand tétras, ça c'est des espèces qui sont protégées et qu'on trouve, pour le lynx en majorité sur le massif jurassien. Et oui, le lynx et le grand tétras par exemple, qui sont des espèces protégées et pour lesquelles le parc a des actions, a des responsabilités. Donc on travaille avec les acteurs du territoire à la préservation de ces espèces-là au travers du suivi des espèces, d'avoir de la connaissance sur le fonctionnement de ces espèces, de protéger leur habitat, de les protéger des dérangements ou en tout cas des facteurs qui sont négatifs par rapport à la présence de ces espèces. Donc on travaille sur la préservation de ces espèces protégées. Ouais. Sophie, je te propose qu'on s'avance un peu dans la parcelle. J'avais quelques éléments à te montrer pour illustrer des propos. Du coup, on les voit là, on les a sous les yeux. Donc on a un petit peu plus loin qu'on voit, on a une chandelle, donc c'est-à-dire qu'on a un arbre mort sur pied là, qui est en train alors pas de se décomposer, mais en tout cas on voit qu'il est effectivement il est tout gris. Il y a plus de quasiment plus d'écorce aussi sur l'arbre. Et puis on en a un là juste à côté qui est lui plutôt un bois mort au sol.
Et alors ces éléments-là, ils sont super importants. Nous, au niveau du parc, on essaye de préserver ces éléments-là dans les forêts et même de les développer parce qu'on en manque. C'est tout le compartiment du bois mort, de la maturité forestière. Alors par la maturité économique, c'est-à-dire on va venir prélever l'arbre une fois qu'il a atteint son potentiel économique, en tout cas ce que l'homme en a jugé, mais plutôt travailler sur la maturité écologique et la vieillesse de ces arbres. Et la mort aussi de ces arbres. Et la mort de ces arbres, oui. C'est important d'avoir du bois mort en forêt, d'avoir même des îlots de bois mort. C'est ce qu'on a sous les yeux sur cette parcelle. On a une gestion, en tout cas un choix de non-gestion et de laisser de la libre évolution. Et donc là on voit, on a une souche, enfin pas une souche mais plutôt une pièce de bois au sol. Carrément l'arbre. C'est ça, ouais, on a terre. L'arbre qui est présent en forêt. Alors on peut souvent entendre des commentaires dire mais pourquoi on laisse du bois mort en forêt, c'est sale ou ce genre d'éléments. Faut savoir que c'est super important pour la biodiversité et pour le fonctionnement du milieu et pour notamment, par exemple, on peut faire un lien assez simple entre la croissance des arbres et ce bois mort parce que plus on a de bois mort en forêt, ou en tout cas une quantité importante de bois mort en forêt, c'est du retour de matière organique au sol. Et la matière organique qui est un des éléments importants pour la fertilité des sols et donc la croissance des prochains arbres. Et donc on le voit. Donc ce bois mort, c'est du terreau pour les petits arbres. Ouais, on pourrait quasiment comparer ça à un sac de terreau. Et on le voit, on a des jeunes pousses d'épicéa là qui sont en train de pousser sur le bois mort en décomposition parce que c'est vraiment quelque chose de super important. Et donc c'est super important pour le fonctionnement du milieu et c'est super important aussi pour la présence de nombreuses espèces. On sait que quasiment 30 à 40% des espèces forestières, elles peuvent être liées à la présence de ce bois mort, ou en tout cas de ces éléments de maturité, donc le bois mort sur pied, le bois mort au sol, et puis qu'on a aussi ce qu'on appelle les dendro-micro-habitats, ces petits habitats qu'on va retrouver sur les arbres. Si on regarde un peu la chandelle qu'on a sur pied là-bas plus loin, on voit des cavités, on voit des décollements d'écorce, des fentes. Tout ça, c'est des habitats qui sont importants pour des espèces qu'on a citées, notamment comme les petites chouettes de montagne ou d'autres espèces comme par exemple les chiroptères aussi en milieu forestier qui apprécient vraiment ces petits habitats. Donc ces bois morts, si je résume bien, tu dis que c'est lié à la biodiversité, mais lié parce que ça leur fait à la fois habitat et ressources aussi, pour certains, ressources alimentaires ou pour les petits insectes. Ça intervient, en fait, le bois mort, il intervient dans leur cycle biologique. Et puis on a aussi le bois mort en décomposition qui est la ressource alimentaire de certains insectes. Et on peut parler alors pas dans cette parcelle, mais on peut avoir notamment une espèce qui est assez visuelle, qui est la rosalie des Alpes. On en a un peu plus bas sur le parc. Ce grand longicorne avec des grandes antennes là, bleu avec des points noirs. Lui, il est surtout lié à la présence du hêtre et au bois mort de hêtre. Et en fait, si on n'a pas de bois mort de hêtre, on n'a pas de rosalie, quoi. Donc on fait des liens assez importants entre la présence de ces éléments de bois mort et de maturité et la présence de certaines espèces. Et ces espèces sont super importantes pour la fonctionnalité des milieux parce qu'elles sont, si on reprend un peu notre introduction de tout à l'heure avec la partition de musique et ces histoires d'équilibre et d'harmonie et en tout cas d'échange entre ces différentes espèces, on a des espèces, si on prend par exemple le pic noir. Le pic noir, il est super important, on peut le considérer un peu comme un ingénieur des forêts. Au même titre que le castor, des fois on peut prendre cet exemple-là, parce que si on a du pic noir, on va avoir des cavités, parce qu'il va les creuser. Et si on a des cavités, on a la possibilité pour certaines espèces, notamment la chouette de Tegmalm, de s'installer dans ces cavités. Et ensuite, on peut avoir des mammifères, des écureuils et des petits insectes qui vont venir s'installer dans ces cavités. Donc c'est vraiment important. Toutes ces espèces-là sont en lien avec une multitude d'autres espèces. Tu as dit que le parc naturel régional du Haut-Jura connaissait l'importance de ces forêts matures, de ces bois matures qu'on a par exemple au sol. Concrètement, quelles actions met en place le parc pour favoriser ces habitats, comme tu as dit ? Ouais, on a fait un travail important l'année dernière et qui est un prémisse, qui a encore beaucoup de choses à faire, mais on a fait un travail d'identification et d'essayer d'identifier où peuvent être ces forêts sur le parc et où est-ce qu'il peut être le plus intéressant de les préserver. Et grâce à ça, maintenant, on peut s'en servir pour accompagner les gestionnaires forestiers ou les propriétaires dans leur choix de gestion et aussi dans
dans la conservation de la biodiversité qu'on a en forêt, avec la mise en place de zones où, comme on a sous les yeux, c'est ce que je disais, de zones en libre évolution, où en fait on ne va pas intervenir en termes d'exploitation. Ça ne veut pas dire que c'est pas géré, c'est géré parce que le choix de gestion qu'on fait, c'est de ne pas exploiter. Et on a la différence qui est assez marquée entre on est au niveau d'une piste forestière. Là, on a la différence où d'un côté de la piste, on a la forêt qui est toujours en exploitation. À gauche de la piste. C'est ça. On voit les souches, on voit une forêt qui est plus claire parce qu'on intervient en termes de forêt. Et puis cette gestion futée régulière fait qu'on a des forêts plus claires. Et puis sur la partie droite, on a une forêt qui est un peu en train de se fermer. Alors les gens peuvent souvent penser mais c'est en train de se fermer, c'est pas intéressant ou des choses comme ça. Mais c'est normal. Une forêt elle est sur un temps qui est très long par rapport au temps humain et par rapport à ce qu'on a nous en tête. Et la forêt, elle va se fermer avant de se réouvrir parce qu'on va amener de la mortalité avec le cycle. Enfin, le cycle naturel va amener de la mortalité. Quand on aura de la mortalité, on aura de la lumière et donc on aura cette forêt qui va se régénérer. C'est un peu le cycle naturel qu'on a dans les forêts, quoi. Donc on a parlé de l'usage forestier, de la gestion. On a parlé de la biodiversité qui vit dans cette forêt. Quel autre usage on peut faire de la forêt ? Ouais, c'est vrai qu'il nous manque un sujet, ou en tout cas une partie de ces usages qu'on n'a pas évoqués, qui sont tous les aspects, l'usage de loisirs, l'aspect un peu social. Souvent, on met ce terme et on met beaucoup de choses dedans. Mais en tout cas, l'usage de loisirs, de fréquentation humaine sur la parcelle, que ce soit pour des activités plutôt sportives ou des activités plutôt de calme, de ressources. Voilà, beaucoup de gens utilisent les forêts pour ces usages-là. Garder un peu cet équilibre entre les différentes fonctionnalités et entre les différents usages qu'on va avoir sur la forêt, c'est assez important par rapport notamment aux évolutions qui sont en cours. Alors pas que sur le parc, à des échelles plus grandes, mais on a des évolutions en termes de climat. On voit déjà sur notre forêt des évolutions. Et cet aspect, cet usage multifonctionnel, il peut être un peu bouleversé, mais c'est important d'essayer de garder cet équilibre pour avoir ces milieux comme ça. Merci Axel, je pense qu'on a eu un bel aperçu de la forêt haut-jurassienne pour les nuls. On va se remettre sur le sentier. Ok, super. Allez, on y va. Notre série sur la forêt continue avec d'autres épisodes au cœur de l'actualité, le changement climatique. Déjà bien présent sur le Haut-Jura, il met à l'épreuve les forêts et l'harmonie trouvée entre activité humaine et biodiversité. Nous tenterons de décrypter ces bouleversements avec les acteurs de ce beau territoire qu'est le parc naturel régional du Haut-Jura. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à bientôt pour un nouvel épisode au rythme du Haut-Jura. Merci aux régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes sans qui ce podcast n'existerait pas.